Donc, je vais demander tout de suite à Vincent et à Léo d'intervenir, que je vais présenter. Vincent est chercheur postdoctorant au sein de l'équipe de recherche qui est très liée à l'espace éthique, donc recherche en éthique et en épistémologie, donc chercheur sur la maladie d'Alzheimer. Et Léo est maître de conférence et directeur de cette équipe dont je viens de parler. Et ils vont nous parler à l'épreuve, donc à la lumière de la crise du coronavirus, du pluralisme dans les sciences, en sciences. Oui, merci beaucoup. Oui. Entendu. Ça va comme ça pour le moment. Je règle sur cette distance, cet angle. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est effectivement de la question du pluralisme qu'on va traiter aujourd'hui. Du pluralisme en sciences. Léo Koutlek, comme moi, avons une formation en épistémologie. Donc on est philosophe des sciences. Notre objet de recherche, c'est la science en général. Et c'est une question qui nous intéresse particulièrement, celle du pluralisme, en particulier parce que, à notre avis, elle permet de pas mal relier des questions épistémologiques et un questionnement éthique. Donc ça va être l'un des enjeux de cette présentation, de vous dévoiler ces liens, à notre sens, assez intimes. Alors pour commencer par un propos assez général, avant de venir plus précisément sur ce qui s'est passé jusqu'ici lors de la crise Covid, on a des récits usuels sur la science, ainsi que des attentes, qui mettent souvent l'accent sur une science unanime et homogène. On va attendre que les scientifiques, en général, nous disent quelque chose. On va parler, bien entendu, ça revient très souvent, de la méthode scientifique à laquelle il conviendrait de se conformer pour faire de la bonne science. Il y aurait une seule bonne science qui suivrait une méthode bien identifiée. Cette idée qu'il y aurait aussi une communauté scientifique tout à fait homogène, donc un peu comme si tous les scientifiques, une fois qu'ils enfilent leur blouse blanche, étaient complètement interchangeables. Donc ça, ce sont autant de négations du pluralisme scientifique. Et donc on fait comme si la science était une entreprise sans tension, sans tiraillement, sans différence entre des acteurs, dont pourtant les méthodes, les objets d'intérêt, les priorités aussi, ou encore les conceptions même de la science peuvent évidemment parfaitement être différentes. Et c'est bien le cas, ça c'est assez évident. On voit régulièrement des scientifiques qui s'affrontent. S'il y a un affrontement, c'est qu'il y a de la différence. Ils peuvent s'affronter sur des interprétations, ils vont avoir les mêmes données mais les interpréter différemment. Ils peuvent avoir des méthodologies dans un domaine bien cadré, avoir des méthodologies différentes, mettre en œuvre des pratiques, des gestes qui vont composer certains protocoles également divergents. Donc il y a une pluralité qui est assez manifeste en science. Encore une fois, c'est pas des scientifiques qui sont complètement interchangeables les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas un seul style de pensée. C'est quelque chose qui est assez évident et qui pourtant donc est aussi en même temps souvent réprimé par ces discours sur la méthode scientifique, etc., que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc la question c'est pourquoi cette tension autour du pluralisme qui est manifeste mais qu'on a du mal à exprimer dans les discours génériques sur la science. Alors, pourquoi ces tiraillements ? Ça va vraiment être l'objet de cet exposé, avec des tentatives de réponse. Ce qu'on voit, c'est que donc il y a eu des controverses qui ont émaillé toute l'histoire des sciences. Mais ce qu'on attend de ces controverses, ce qu'on attend au bout du tiraillement,
c'est quand même l'aménagement d'une zone, pour en revenir à l'exposé précédent, d'une zone de commun, une zone de compréhension commune, une zone d'acceptation de ce que l'autre a à dire ou fait devant moi, une zone commune de valeurs également, de récits, d'intérêts, etc. Et donc tout notre problème va consister à trouver le juste équilibre entre une image de la science qui puisse rendre compte d'un côté d'une pluralité existante et indéniable, tout en dépassant ce qu'on pourrait appeler un relativisme par lequel on s'accommoderait d'une vision complètement éclatée où chacun travaille comme il veut, avec les valeurs qu'il veut, sans jamais se préoccuper de refaire du commun. Donc il y a un équilibre à trouver entre une image fragmentée de la science et une image qui crée du commun. Il va falloir d'un côté reconnaître la pluralité sans y voir un éclatement inéluctable, en laissant de la place à du commun, mais d'un autre côté, reconnaître que ce commun, c'est pas un trait qui naît directement avec la science, c'est quelque chose qu'on acquiert, qui se construit à partir du divers. Et il nous a semblé que le terrain des essais cliniques sur le Covid, en particulier tout ce qui s'est joué au printemps dernier, était particulièrement adapté pour cela, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on attendait au départ que les scientifiques puissent nous révéler assez rapidement quels médicaments allaient fonctionner, lesquels n'allaient pas fonctionner. On attendait à ce que la science nous parle, encore une fois, d'une seule voix. Donc je pense qu'on est tous, plus ou moins consciemment, rentrés dans cette logique de la science homogène qui nous apporte des réponses de manière fluide, parce que tout le monde s'entend bien et pense pareil en science. Ça n'a pas été le cas, et on va précisément voir de quelle manière ça n'a pas été le cas. Et puis en même temps, malgré la pluralité donc qu'on va révéler lors de cet exposé, on s'attend malgré tout à ce que ça tende vers une résolution. Donc à ce que l'éclatement finisse par refaire une image un peu plus propre et un peu plus lisible de la situation. Donc c'est en ça que ce terrain nous paraît intéressant, et puis surtout ça a été l'un des terrains scientifiques les plus médiatiques, les plus suivis par la population au sens vraiment très très large, et confronter un travail assez théorique en philosophie des sciences à un terrain qui est bien connu et bien suivi par les gens, c'est vrai que c'est une chance assez exceptionnelle qu'on a de rendre aussi nos concepts un peu plus lisibles et un peu plus intéressants, tout simplement. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, et donc passer à ce terrain particulier des essais Covid-19, il y avait plein de manières de le faire. On s'est contenté de focaliser sur d'abord uniquement les essais concernant les antiviraux, et même plus précisément, pour pouvoir les comparer entre eux, de restreindre à ceux qui testaient l'hydroxychloroquine. On va vous parler de 3 de ces essais. Le premier, c'est l'essai Discovery, qui était au départ le plus médiatique, monté par l'INSERM, un grand essai européen. Je vais y revenir tout à l'heure dans la présentation. Le deuxième, c'est l'essai e-Covid, qui focalisait vraiment sur l'hydroxychloroquine, qui était monté par le CHU Angers, en tout cas piloté par le CHU Angers. Et puis le troisième, c'est l'essai qui a été mené à l'IHU Méditerranée, essai entre guillemets, là aussi on va revenir plus précisément là-dessus. Donc 3 essais qui donc a priori sont comparables parce qu'ils testent la même molécule, mais dont on va voir qu'ils divergent de plusieurs points de vue, notamment sur 2 d'entre eux, sur lesquels on veut particulièrement mettre l'accent. L'équilibre entre soins et recherche. Chacun de ces 3 essais adopte un positionnement différent sur ce curseur, disons, entre soins et recherche. Et le deuxième point, c'est comment chacun de ces 3 essais prétend faire preuve, prétend apporter la preuve, donc l'administration de la preuve. Donc, pour ces 2 points,
Le premier, équilibre entre soins et recherche, se rapporte plutôt à une validité externe à la science, externe au sens où on se pose la question de ce qui est le plus pertinent pour la société. Est-ce qu'il vaut mieux mettre l'accent sur la recherche vers une méthodologie hyper rigoureuse qui va apporter des réponses scientifiques très claires, ou est-ce qu'il vaut mieux faire pencher la balance plutôt du côté du soin? C'est un questionnement qui est plutôt extra-scientifique. On s'interroge sur la pertinence pour la société. Pour le second point, comment administrer la preuve, là c'est plutôt interne à la science comme préoccupation, une manière de se conformer à une méthodologie robuste qui va entraîner l'assentiment, mais ce questionnement autour de l'interne et de l'externe à la science, de la pertinence pour la société et de la robustesse méthodologique, on va s'y arrêter un petit peu plus longtemps. Je vais passer la parole à Léo Koutlek pour qu'il puisse apporter quelques précisions là-dessus, sur ces notions de pertinence et de robustesse. Voilà, c'est le moment encadré des définitions, donc je vais faire ça, des petits spots d'encadré. Alors c'est le premier article de la déclaration de Singapour sur l'intégrité en recherche qui fait référence à cette notion de fiabilité. La déclaration de Singapour sur l'intégrité en recherche, c'est une liste, fait partie d'une liste de longues et de nombreuses déclarations sur les enjeux d'éthique de la recherche et d'intégrité scientifique. Vous trouverez tous ces documents en ligne gratuitement. Dans cette déclaration, il est fait référence dans les premiers principes à la notion de fiabilité. Les chercheurs sont responsables de la fiabilité de leur recherche. Et d'ailleurs, c'est un terme fiabilité que l'on va retrouver dans de nombreuses de ces déclarations internationales. Alors, ce que je vais dire ici, c'est que, et pour reprendre ce que disait Vincent, c'est que l'une des particularités de la fiabilité en science est qu'elle se construit toujours sur une double caractéristique, à la fois épistémique et à la fois éthique. Si je peux me fier aux résultats de la recherche biomédicale, par exemple en tant que patient, mais aussi peut-être en tant que collègue scientifique, si je peux m'en remettre à elle, compter sur elle, et donc, in fine, avoir confiance en elle, c'est à la fois, et le à la fois est très important ici, c'est à la fois parce que je considère que cette recherche est faite de façon solide et robuste, qu'elle produit des connaissances justifiables, vérifiées, c'est-à-dire avec un rapport direct avec le réel, une soumission réelle, une épreuve du réel, mais aussi parce que je considère que ces connaissances m'apportent quelque chose à moi en tant qu'individu ou au collectif que je représente et auquel j'adhère, et où qu'elles sont en lien avec des objectifs importants et pertinents, en lien avec un contexte qui compte. Ainsi, l'appel le plus classique à la fiabilité en science, l'idée que la science est digne de confiance, se situe donc dans ce rapport dynamique entre l'idée de robustesse et l'idée de pertinence. Alors en deux mots, et je repasse la parole à Vincent, la robustesse c'est quoi ? La robustesse, c'est la qualité d'administration de la preuve, là où la pertinence sera la qualité d'adaptation à un objet. La robustesse, c'est la qualité d'administration de la preuve, c'est-à-dire que la robustesse s'obtient par le respect d'un certain nombre de normes méthodologiques, par exemple la reproductibilité d'une expérience ou certaines valeurs épistémiques, on reviendra sur cette notion, comme l'adéquation empirique, c'est donc l'adéquation empirique, la possibilité que vos hypothèses ou vos théories soient d'une certaine façon en adéquation avec un contexte empirique, un réel. La pertinence est donc, quant à elle, la qualité d'adaptation. C'est très important en science, la qualité d'adaptation. La science n'est pas qu'une entreprise de rigidité, c'est aussi une entreprise d'adaptation à quoi ? À un objet et à son contexte. La pertinence, elle s'obtient par la reconnaissance des spécificités de l'objet de connaissance. C'est le rapport intime que le scientifique peut avoir avec son objet, ou en tout cas que l'homme de recherche ou la femme de recherche peut avoir avec son terrain, son plan d'expérimentation, son objet. Donc c'est la spécificité de l'objet de connaissance, mais c'est aussi
la spécificité du contexte dans lequel la recherche se fait. La science ne se fait pas in abstracto de la même façon au XIXe siècle, au XXe siècle ou au XXIe siècle. Il y a un contexte à prendre en compte, ce contexte véhicule des valeurs, suggère des enjeux qui ne sont pas les mêmes d'un contexte à un autre. Et donc la pertinence, c'est aussi de l'adaptation à ce contexte. Et donc vous voyez qu'ici, on tient un propos qui peut paraître décalé par rapport à un propos plutôt dominant dans le domaine de la science, c'est que la fiabilité en science s'obtient aussi par la qualité d'adaptation à un contexte, pas simplement par des critères de robustesse méthodologique, par exemple, ou d'adéquation à un plan expérimental. Voilà, donc ça c'était la minute définition, je reviendrai. Donc cette notion, enfin ces deux notions, mais en particulier celle de pertinence ayant été approfondie, c'est le moment de s'interroger sur, donc pour revenir à ces trois essais de manière comparative, au positionnement de chacun d'eux vis-à-vis des questions de pertinence. Alors pour commencer par l'essai Discovery, donc je rappelle que c'était un essai à plusieurs bras, donc au cours duquel quatre médicaments, dont le remdesivir, l'hydroxychloroquine, interféron, etc., allaient être testés. Gros essai donc de plusieurs molécules multicentriques, ceci voulant dire que les essais avaient lieu sur plusieurs centres de soins coordonnés. Européen, donc il était censé y avoir 800 patients testés, inclus dans l'étude plutôt en France, mais 3200 au total. Lors des présentations de cet essai Discovery, sur certaines vidéos par exemple qui étaient diffusées sur la chaîne de l'INSERM, on insistait sur le fait que c'était un essai qui avait été monté extrêmement vite. Dès le début du mois de mars, le protocole a été établi, et donc voilà un premier élément d'adaptation, pour revenir là-dessus, c'est qu'il y a une temporalité de l'essai qu'on tente d'ajuster à la temporalité rapide de la montée de la pandémie. Autre point, c'est que c'est une étude qui va suivre le protocole Solidarity de l'OMS. C'est quelque chose qui paraît assez technique, mais on va voir que ça va avoir une importance assez capitale. En effet, c'est un essai qui au final aura connu des grands déboires, qui en fait aura eu beaucoup de mal à inclure des patients. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a eu des problèmes à l'échelle européenne qui font que, en gros, seule la France a inclus des patients dans cet essai à peu de choses près. Donc il y a un déficit de patients. Il y a eu le buzz sur l'hydroxychloroquine qui fait que les patients refusaient d'être inclus possiblement dans des bras autres que l'hydroxychloroquine, donc difficulté supplémentaire pour inclure. Mais du coup, le fait que cet essai ait été calé sur le protocole Solidarity, ça aura au moins permis de reverser tout ce qui a été collecté comme données dans ce gros essai international. Donc on retrouve là de la pertinence au sens où, bon, c'est pas complètement perdu. Pour ce qui est de l'IHU Méditerranée, les préoccupations étaient bien différentes, toujours du point de vue de la pertinence. On rappelle que dès les premières études chinoises qui suggéraient un possible effet bénéfique de l'hydroxychloroquine, on a considéré à l'IHU de Marseille que l'équilibre clinique n'était déjà plus respecté. Donc ça signifie que du point de vue des médecins, on considérait qu'il y avait déjà un avantage au fait de donner de l'hydroxychloroquine à des patients par rapport au fait de ne pas en donner. Donc il n'y avait plus d'équilibre clinique. Et cet équilibre n'étant plus respecté, le fait de ne pas donner d'hydroxychloroquine priverait sciemment de chance certains patients. En conséquence de quoi, après une première étude avec un nombre extrêmement limité de patients, mais quand même un élément comparatif, donc il y avait quand même une branche avec des patients inclus sans hydroxychloroquine pour comparer.
Passé cette première phase, toutes les autres études menées à Marseille, c'est des études observationnelles dans lesquelles c'est vraiment l'idée du soin qui domine. Avec cette idée que l'hydroxychloroquine, ça soigne, ce qui est parfaitement discutable et très discuté et de plus en plus. Dernier point, l'étude e-Covid. Du point de vue de la pertinence, alors, donc cette étude menée au CHU Angers qui suit les prescriptions, cette fois les plus rigoureuses en matière d'ECR, donc d'essais cliniques randomisés. Randomisés voulant dire que les patients sont tirés au sort pour former des groupes homogènes prenant ou ne prenant pas l'hydroxychloroquine, et en double aveugle, donc ni médecin ni patient ne savent ce qu'ils prennent. C'est vraiment un positionnement de recherche. Au sens où, au fond, l'idée qui est développée par les promoteurs de cette étude, c'est que le plus précieux pour la société, au moment où cette étude est montée, c'est d'avoir des réponses incontestables. Sur la page de l'étude, on se rend quand même compte qu'il y a des précautions qui sont prises, parce que si ce positionnement est adopté vraiment côté recherche, il faut qu'on ait des réponses scientifiques lors de cette crise. Le problème, ça va être de ne pas passer pour une étude qui utilise les patients comme des cobayes. Et donc là, je cite une phrase qui apparaît sur la foire aux questions du site de e-Covid. Les patients du groupe placebo, tout comme les patients qui recevront l'hydroxychloroquine, recevront tous les traitements actuellement préconisés pour la prise en charge du Covid-19, comprenant notamment de l'oxygène, des anticoagulants et des antibiotiques. Tous les patients de l'étude bénéficieront d'un suivi extrêmement rigoureux. Voilà, donc il y a vraiment cette préoccupation de quand même se couvrir du côté du soin. Alors ça, c'est du côté positionnement par rapport à la pertinence sociétale de ces trois études. Pour ce qui est de la robustesse, cette fois, donc vraiment des aspects purement scientifiques, on vient de voir que l'étude e-Covid reprend le gold standard des études randomisées, donc randomisées en double aveugle, et évidemment les promoteurs ne manquent pas de souligner l'avantage du point de vue de la robustesse de la méthode. Donc là aussi je cite de la même source, le site e-Covid. La méthodologie simple, reconnue comme étant l'une des plus scientifiquement indiscutables, permet d'apporter une réponse rapide et irréfutable. Donc vous voyez tout ce qu'on a à gagner, au moins en théorie. L'irréfutabilité, on ne va pas rentrer dans ces débats à l'infini sur est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Et donc plus généralement, ces promoteurs de e-Covid peuvent s'appuyer sur certaines valeurs pour défendre leur approche. Et là, c'est en particulier la simplicité qui est mise en avant. Et c'est l'occasion de faire un point, là aussi, sur ce que sont les valeurs, et notamment de poursuivre la distinction qu'on a déjà engagée entre ce qui est interne à la science et ce qui est externe à la science, donc valeurs épistémiques et non épistémiques ou contextuelles. Je repasse la parole à Léo. Voilà, donc on vous a dit au début que les enjeux épistémologiques et les enjeux éthiques étaient intimement liés. Alors vous commencez à comprendre pourquoi. Ils le sont notamment parce qu'il s'agit de discuter, d'identifier des valeurs dans la science. Et ces valeurs, on peut les distinguer d'une façon à savoir lesquelles ont un lien direct avec, par exemple, le choix entre deux théories ou le choix entre deux méthodologies ou dans l'interprétation d'un résultat. Ces valeurs-là, on va les appeler les valeurs épistémiques, c'est-à-dire qu'elles participent directement à la façon dont on peut prendre une décision à l'intérieur du processus scientifique. Ces valeurs, par exemple, dans l'histoire des sciences, il y a de nombreuses valeurs épistémiques qui ont été proposées. Mais celles qui reviennent souvent, c'est par exemple la valeur de non-contradiction. C'est-à-dire que dans une argumentation scientifique, par exemple la mise en place d'un plan expérimental, évidemment, si vous vous contredisez entre, par exemple, des axiomes de base et des axiomes d'analyse, évidemment, là, il y a quelque chose qui est très problématique. Donc la non-contradiction ou la cohérence interne est une valeur épistémique très, très forte, qui tient à la capacité à tenir une bonne argumentation. On connaît aussi, et on est friand en science évidemment, d'une valeur très importante, la valeur d'adéquation empirique. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est une valeur centrale, fondamentale dans la science.
toute hypothèse, toute théorie doit être à un moment donné mise à l'épreuve du réel. Et nous devons mesurer l'adéquation entre cette hypothèse, cette théorie et ce réel. Et c'est précisément la distance entre ces deux qui va décider d'une forme de robustesse. Donc voilà, les valeurs épistémiques sont importantes, mais ce que je voudrais ici préciser, c'est qu'il n'y a pas d'accord dans la science sur une hiérarchisation de ces valeurs. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de valeurs épistémiques qui sont certes non négociables. Je pense que la valeur d'adéquation empirique, il est difficile de dire « bon non, celle-là, je ne la prends pas ». Mais évidemment, il y a d'autres valeurs épistémiques dans la science qui sont, j'allais dire, plus contextuelles, même si c'est un peu contradictoire de dire ça, mais qui sont des choix d'équipes de recherche, des choix de scientifiques, des choix de disciplines. Bon, on l'a vu, Covid à Angers a fait le choix d'une valeur épistémique qui est la simplicité. Dans l'histoire des sciences, c'est un choix qui a souvent été fait entre deux théories, par exemple en physique, également robustes, qui donnent également de bons résultats, qui vérifient le même réel. On va toujours choisir celle qui limite le nombre d'équations, le chemin le plus court, ce qu'on appelle aussi la parcimonie. La simplicité, la parcimonie, l'économie des équations en histoire des sciences, ça a été une valeur mise en avant. Mais on va voir par exemple que Solidarity fait un choix inverse, ne choisit pas la simplicité, mais plutôt ce qu'on va appeler la portée de l'expérience, c'est-à-dire au contraire, ce qu'on pourrait aussi appeler la complexité, avec un essai multibras adaptatif qui va essayer d'embrasser un réel plus ample que le réel qu'embrasse le scientifique qui choisit la simplicité. Voilà. Et puis en science, nous avons des valeurs que l'on va appeler non épistémiques. Alors ça n'a pas toujours fait consensus, le fait que la science est aussi une affaire de valeurs non épistémiques, c'est-à-dire de valeurs sociales, éthiques, contextuelles. Ces valeurs-là, elles sont aussi multiples, il n'y a pas de liste définie, elles peuvent avoir une connotation positive, on peut penser ici à la justice sociale, au bien-être, à la soutenabilité écologique, etc., tout un tas de valeurs auxquelles on peut tenir, ou des valeurs qui sont moins positives d'un certain point de vue, comme le racisme, le sexisme, les inégalités, etc. On sait que dans l'histoire des sciences, des travaux ont montré que ces valeurs le patriarcat, le racisme, le sexisme étaient omniprésentes en biologie à une certaine époque et le sont en partie encore aujourd'hui. Donc, il y a en science ces deux types de valeurs. L'enjeu est de les reconnaître, d'une part, voilà, et de décider aussi si ces valeurs participent à la production des connaissances, c'est-à-dire si on les considère comme des valeurs épistémiques ou si on les considère comme des valeurs non épistémiques. Parce que ce débat-là n'est pas non plus tranché. Il y a des valeurs que l'on pourrait considérer comme non épistémiques, comme la complexité par exemple, ça a longtemps été considéré comme une valeur non épistémique qui en fait peut en être une. Voilà. Et puis, lorsque l'on identifie des valeurs non épistémiques, l'enjeu aussi pour l'épistémologie et pour le scientifique aussi, c'est de savoir comment cette valeur impacte sur le processus de production des connaissances. Parce que c'est une valeur non épistémique peut impacter positivement, comme elle peut impacter négativement la fiabilité des connaissances. Et donc, c'est tout l'enjeu de savoir un petit peu comment ces valeurs agissent sur la fiabilité, que ce soit des valeurs épistémiques ou des valeurs non épistémiques. Et donc pour revenir à la comparaison des études sur le plan de la robustesse, donc vraiment dans ce registre des valeurs épistémiques, après avoir vu que l'essai Covid repose avant tout sur la valeur simplicité, on va tester uniquement une molécule, l'hydroxychloroquine, avec ce qui fait le plus consensus méthodologiquement du point de vue des essais cliniques. On compare ça à l'étude Discovery, donc on a dit plusieurs bras, un essai européen, donc ça met en œuvre quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais qui nous était présenté au départ, en tout cas, comme ayant de la valeur, là aussi, comme étant potentiellement avantageux par rapport à des méthodologies plus simples. Pourquoi ? Parce qu'on va couvrir un espace plus grand. On va tester plusieurs molécules en même temps, donc on va tirer des connaissances à la fois absolues, est-ce que cette molécule marche ou pas, mais aussi relatives, c'est-à-dire que s'il y avait un bénéfice possible sur plusieurs médicaments, on pouvait comparer ces bénéfices. Et c'est pourtant ce défaut initial de simplicité
Donc cette complexité, le fait qu'on teste plusieurs molécules qui aura fortement nui, on l'a vu, à l'étude Discovery, donc la rendant particulièrement sensible et sujette au buzz sur l'hydroxychloroquine, mais c'était difficilement prévisible. Donc pour finir, sur le plan de la robustesse, avec l'étude marseillaise, donc je l'ai rappelé tout à l'heure, entamée par une première étude comparative sur un très faible nombre de patients. Il y avait 20 patients traités contre un groupe témoin à 16 patients. Étude qui s'est poursuivie par la suite avec une série de patients à 1000, puis je crois à 4000 patients, série observationnelle. C'est un travail, je pense que tout le monde le sait ici, qui a été extrêmement décrié tout du long, précisément du fait d'une méthodologie qui empêche la comparaison. Au départ, il y avait un groupe de témoins, mais une faiblesse statistique telle que c'est un travail qui ne pouvait pas être reçu par les pairs, par la communauté scientifique compétente. Et puis, dans un deuxième temps, quand les cohortes sont devenues beaucoup plus grandes, on a perdu l'élément de comparaison. Le problème ici étant que c'était très difficile de défendre l'idée qu'un bénéfice était dû à l'hydroxychloroquine plutôt qu'à tel autre facteur de prise en charge à l'IHU. Donc en résumé, on a une rigueur méthodologique particulièrement forte pour e-Covid, une portée et une complétude des résultats pour Discovery, et puis une valeur plus contextuelle, qui est celle du soin, qui est défendue à l'IHU Méditerranée. Donc pour les deux premières études, des valeurs épistémiques qui sont mises en avant. Pour l'IHU, une valeur non épistémique, on le voit, il y a ces réels tiraillements sur le bon positionnement présent pour ces essais. Je redonne la parole à Léo pour l'analyse de tout ça. Voilà, donc vous comprenez que notre point de départ, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les appels à la communauté scientifique, et ce sont des appels vains, c'est-à-dire sont des appels qui n'appellent personne, puisque cette communauté scientifique, on le comprend, n'existe pas. Alors, on va essayer de comprendre en quoi cette idée de communauté scientifique pourquoi cette communauté scientifique n'existe pas, ou en tout cas qu'elle n'existe pas dans la forme avec laquelle on voudrait qu'elle existe, c'est-à-dire une entreprise de production de réponses univoques sur un sujet complexe. Voilà. Cette forme-là de communauté scientifique, on a beau l'appeler, on a beau crier secours à son égard, elle ne vient pas. Ou en tout cas sous des formes malheureuses, comme on a pu le voir ces derniers mois. On l'a vu, des promoteurs autour d'essais cliniques traitant la même molécule, traitant le même objet, parlent avec des langages différents, mobilisent des valeurs qui sont différentes, que ce soit des valeurs épistémiques ou des valeurs non épistémiques. Et finalement, cela nous amène à une conclusion qui avait déjà été faite par nos prédécesseurs philosophes des sciences, certains de nos prédécesseurs philosophes des sciences, et notamment Thomas Kuhn, pour lequel il est impossible de fonder le choix rationnel d'une théorie sur un ensemble de valeurs épistémiques, car il y aura toujours divergence dans la hiérarchisation de ces valeurs, selon l'importance que l'on peut accorder à l'une ou à l'autre. Les collègues d'Angers auront beau nous convaincre que c'est la simplicité qui doit être mise en avant, on pourra toujours leur opposer que ce qui est préférable, c'est plutôt la portée des résultats et la capacité d'adaptation à une dynamique de pandémie plutôt que la rigidité d'un essai clinique à simplement 2 bras. Donc il y a conflictualité, il y a tension autour des valeurs épistémiques et il y a évidemment conflictualité et tension sur les valeurs non épistémiques, la façon dont on les mobilise et la façon dont elles servent dans la justification de nos enquêtes scientifiques. Alors c'est la raison pour laquelle, si nous voulons continuer de parler de communauté scientifique, cela ne peut se faire que dans un sens beaucoup plus modeste et un peu moins étendard que c'est fait actuellement. Et ici, il faut revenir à ce que le sociologue qui a été précédemment cité, Pierre Bourdieu, disait de ce qu'il appelle le science scientifique.
Donc il préférait au terme de communauté scientifique. Le champ scientifique chez Bourdieu désigne le lieu d'une lutte de concurrence qui a pour enjeu spécifique le monopole de l'autorité scientifique. Une autorité scientifique qui est inséparablement définie comme capacité technique et pouvoir social. Fin de citation. Alors, faut qu'on s'attarde un peu sur cette idée-là. Cette confrontation prend donc, dans la science, cette tension, cette conflictualité, prend donc la forme d'une lutte d'influence. En tout cas, elle prend en partie la forme d'une lutte d'influence dont les armes sont bien connues. Il s'agit autant du caractère convaincant des méthodes employées, des résultats obtenus et de leur communication, donc cette capacité technique des scientifiques, que le pouvoir social détenu par les acteurs sous la forme de leurs institutions, qui peuvent être plus ou moins prestigieuses, leurs titres, leurs diplômes, leurs travaux antérieurs, en nombre, en pertinence, en qualité, ou encore leur présence à des niveaux élevés dans les sociétés savantes ou les institutions de pilotage de la recherche. Dès lors, lorsque l'on mobilise la notion de communauté scientifique, en fait, c'est un enjeu de repérage pour les scientifiques. Où se situe ce scientifique, où je me situe en tant que scientifique dans cette lutte d'influence, dans cette lutte pour l'autorité scientifique. Suis-je une voix du mainstream? Suis-je une voix dissidente? Comment vais-je gagner l'adhésion du mainstream? Comment vais-je ne pas passer pour quelqu'un de trop dissident? Bref, comment je peux jouer, au sens propre du terme, ce jeu d'influence au sein de ce champ scientifique qui est donc une lutte permanente pour l'autorité. C'est la raison pour laquelle Bourdieu disait la chose suivante, quelque chose qui est une formule plutôt qui est très percutante, selon laquelle la communauté scientifique, c'est une fiction sociale qui n'a rien de fictif socialement. Alors retenez ça parce que il me semble que dans cette formule tout est dit. La communauté scientifique est une fiction sociale qui n'a rien de fictif socialement. Comprenez, c'est une fiction sociale, la communauté scientifique, parce que de tous bords, la communauté déborde de conflits, déborde de tensions, déborde de divergences. Il suffit pour cela de rentrer ne serait-ce qu'une journée dans un laboratoire de recherche pour le comprendre. Parfois entre deux bureaux, simplement. Mais c'est une fiction sociale qui n'a rien de fictif socialement. C'est qu'elle a un rôle, elle a une place à jouer, cette fiction-là. Bref, ce n'est pas seulement le travail et les compétences réelles qui comptent, mais aussi le pouvoir social déjà acquis ou en renégociation qui participe à cette lutte pour l'autorité scientifique, à ce que Foucault appelait l'accaparement d'un régime de viridiction. Bref, cet appareil normatif qui vise à encadrer ce que l'on appelle le dire vrai. Et on l'a vu sur les plateaux de télévision, par l'intermédiaire de tribunes, par l'intermédiaire de pétitions, par l'intermédiaire de punchlines sur les réseaux sociaux. On a vu comment se jouait cette tentative d'accaparement du régime de viridiction. Et j'allais dire, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a eu deux côtés, même si c'est une réduction malheureuse de la situation que l'on a vécue autour des essais cliniques. Il faut dire que cet accaparement a été l'œuvre des deux camps, et non pas d'un seul, comme on a tendance à le dire souvent. Alors il demeure que la lecture sociologique que nous pouvons faire de cette lutte d'influence pour l'autorité scientifique, que j'ai en partie ici résumée très brièvement, ne suffit pas à comprendre cet épisode de conflictualité autour des essais cliniques. Nous devons aussi aborder la question épistémologique comme nous venons de le faire grâce à l'exposé de Vincent. Ici, il s'agit donc de dire que ces processus de construction sociale de la vérité, de construction sociale d'un discours de véridiction, interagissent et non pas déterminent les processus de production de ces connaissances. Cela veut dire que d'un point de vue épistémologique, on peut aussi parler d'un point de vue épistémologique, cette référence récurrente à la communauté scientifique a aussi un rôle à jouer. Elle n'a pas simplement une
une dimension sociale que l'on peut analyser depuis la sociologie, mais cette référence à la communauté scientifique est aussi un enjeu en épistémologie. Comme entité tutélaire, neutre et homogène, la communauté scientifique en épistémologie a une fonction précise. Elle est une façon d'organiser les pluralités constitutives de la science au sein d'un espace dont les hiérarchies ne font pas l'objet d'un arbitrage transparent. Alors je recommence parce que c'est important. Hein. En épistémologie, l'idée de communauté scientifique, c'est fiction sociale. Hein. Donc voilà, cette idée qu'il y aurait une entité tutélaire auquel on peut faire référence, qui serait neutre et homogène, sa fonction principale à l'intérieur de l'épistémologie, c'est d'être une forme d'organisation des pluralités constitutives de la science basée sur des implicites, c'est-à-dire basée sur des hiérarchies, qu'elles soient institutionnelles mais ici ce qui nous intéresse c'est épistémologique, hein, c'est-à-dire des hiérarchies par exemple dans l'administration de la preuve. Alors, un exemple très précis, on va donner plus de crédit à une preuve issue d'un essai contrôlé randomisé que à une preuve issue d'un récit d'un soignant. Hein, cette hiérarchisation des régimes de la preuve, je ne suis pas en train d'arbitrer ici, je dis simplement que dans le cadre d'une référence à la communauté scientifique comme entité tutélaire, neutre et homogène, la fonction épistémologique de cette référence, c'est de ne pas discuter cette différence d'administration de la preuve et d'entretenir des hiérarchisations dans l'administration des preuves qui vont de soi. Pour qui ? Précisément pour entretenir toujours dans la science les hiérarchies existantes, c'est-à-dire les dominations existantes d'un champ sur un autre. Alors que ça se discute, ça s'est beaucoup discuté d'ailleurs dans l'histoire des sciences. Hein. Les ERC, les essais contrôlés randomisés, sont certes des façons de produire une preuve robuste, mais dans un champ extrêmement limité. Avec une portée extrêmement limitée, en faisant fi de tout un contexte, en faisant fi de tout un tas de données, et en essayant de faire en sorte que la portée de ces résultats soit le plus précis possible, on s'empêche de voir tout un tas de dimensions. Ce que ne fait pas, par exemple, le récit ou l'expérience du praticien, du médecin, par exemple, mais pas simplement du médecin, de l'infirmière, de l'aide-soignante, qui aussi est capable de produire des preuves. L'expérience produit des preuves, oui. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire comprendre. Mais l'expérience est une productrice de preuves. Simplement, ce n'est pas la même nature des preuves, ce n'est pas la même nature on n'a pas la même façon de les comparer entre elles, la question de la reproductibilité n'est pas la même. Tout un tas de caractéristiques épistémologiques qui diffèrent entre ces régimes de preuves, certes. Mais la question n'est pas là. La question est, y a-t-il un espace où ces différences peuvent être discutées et où on peut composer entre des régimes de preuves différents? Donc vous voyez la fonction qu'a la référence à la communauté scientifique, c'est une fonction d'exclusion finalement de certaines façons de produire des savoirs et une fonction de conservation de hiérarchies existantes. Donc, abandonnant cette référence trop massive à cette notion trop forte de communauté scientifique, en reconnaissant l'hétérogénéité des pratiques, des savoirs, des expériences, des objectifs de cette communauté fictionnelle qui est la nôtre, communauté des scientifiques dans laquelle je m'inclus, pour poser une nouvelle question. Pour poser une nouvelle question, finalement, ce qui doit nous intéresser, c'est comment organiser ce qui divise et ce qui rassemble. Mais explicitement, pas implicitement sous le régime de la communauté scientifique autoritaire. Comment organiser ce qui divise et ce qui rassemble, en d'autres termes, pour faire écho à la présentation précédente, comment faire du commun dans les sciences ? C'est une drôle de question. Comment faire du commun dans les sciences ? C'est pas si évident que ça, on a beaucoup de mal. Alors, ici, il y a deux réponses classiques à cette question, comment faire du commun dans les sciences, et notamment dans le cas de controverses du type de celles que l'on a vécues autour des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. La première réponse pourrait être, ok, on a identifié qu'il y avait des pluralités. Discovery, Covid, la bande de l'IHU de Méditerranée, etc. Tout ça, cette diversité-là,
on la considère comme une forme de division du travail qui peut être bénéfique, hein, c'est-à-dire on ne travaille pas tous de la même façon, on ne travaille pas tous avec les mêmes méthodologies, et tout ça, ça doit cohabiter, mais par contre ça doit être mis sous l'égide d'une métathéorie, qu'on pourrait appeler une métathéorie de la preuve ou une métathéorie de l'essai clinique, qui pourrait permettre précisément d'établir la hiérarchie entre ces différentes voies, lesquelles sont à privilégier, lesquelles pèsent plus que les autres dans la prise de décision, par exemple sur une recommandation d'un conseil scientifique ou d'un ministère. Alors ça, pourquoi pas, mais le problème, c'est que cette théorie de la preuve unifiante n'existe pas. On la cherche. Je l'ai cherché longtemps, moi, dans la littérature. Depuis la création du mouvement de l'evidence-based medicine, puis l'avènement des essais contrôlés randomisés, je cherche, je trouve pas, mais personne trouve, elle n'existe pas. Il n'y a pas de théorie aujourd'hui qui soit capable de hiérarchiser de façon rationnelle les niveaux de preuve. Sinon, évidemment, l'autorité que se donne l'une de ces administrations de preuve pour dire que c'est la principale, ce qu'a fait le BM pendant longtemps, mais qui n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui, pour plein de raisons donc je ne pourrais pas détailler ici. Donc cette première voie, trouver la théorie de la preuve unifiante qui nous permettra de hiérarchiser et d'arbitrer entre différents niveaux de cette division du travail autour des essais cliniques, ça c'est une voie qui me semble un peu difficile à explorer étant donné que cette théorie n'existe pas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la créer, hein, et il y en a plein qui s'y attellent. Alors la deuxième voie, ça serait aussi une forme de division du travail, hein, mais cette fois-ci non pas sous l'égide d'une théorie de la preuve, mais sous l'égide du contexte. Bon, voilà. Finalement, e-Covid, Discovery ou l'IHU, les essais et puis les études observationnelles de l'IHU de Méditerranée, finalement, il y a une division du travail parce que ce n'est pas des contextes, ce n'est pas les mêmes contextes. Il y a un contexte de soins, il y a un contexte de recherche, il y a un contexte de collaboration internationale, et finalement, c'est bien de laisser vivre des voies scientifiques dans des contextes différents. Donc là, on voit bien qu'ici, ce que l'on recherche, et ce que Vincent appelait de ses vœux, enfin ce que l'on appelle de nos vœux tous les deux dans ce travail-là, c'est-à-dire à un moment donné qu'il y a un accord, une adhésion, quelque chose où on puisse dire, oui, bon, ce que moi je vais appeler un palier d'adhésion, hein, pas reprendre le terme de paradigme de Kuhn qui a été trop usité et mal usité, mais l'idée de palier d'adhésion, c'est-à-dire on passe un cap d'adhésion, mais c'est qu'un palier, hein, c'est une marche. Bon, ça on le cherche, mais si évidemment on dit que les essais cliniques ont une valeur en soi selon leur contexte, ce palier d'adhésion, évidemment, il est introuvable. Donc il nous faut trouver une autre réponse. Je vais me dépêcher de la trouver parce que j'ai vu que Paul Lousse était assis à ma droite, ce qui est un signe souvent qu'il ne reste plus que 5 minutes. C'est un langage corporel chez lui. Donc, il nous faut précisément trouver une voie plus modeste, je le disais, c'est la voie des communs, hein, c'est la voie de cette construction à la base d'un commun scientifique. Ce commun scientifique qui se construit à la base part du principe que la science est donc une entreprise hétérogène et que l'un des objectifs, c'est d'abord de reconnaître cette hétérogénéité, de la documenter, d'enquêter sur elle, de la rendre visible, hein, et pas simplement comme ça a été fait par les médias, mais pas simplement par les médias, beaucoup entretenu par la communauté scientifique elle-même, comme une guerre de tranchées entre deux camps. Hein. Toute controverse scientifique se transforme en guerre de tranchées publique entre deux camps. Pour ou contre l'hydroxychloroquine, pour ou contre le professeur Raoult. C'est complètement stupide. En fait, la diversité scientifique dans le champ des essais cliniques Covid-19, comme on l'a vu, est beaucoup plus large. Il faut la documenter de façon plus fine et au-delà de ces caricatures binaires. Donc, le commun naît déjà de cette reconnaissance de l'hétérogénéité, qui n'est pas donc une guerre des sciences renouvelée. Puis ensuite, alors, et là je résume un peu ce qu'a dit Vincent et je m'achemine vers la conclusion, on peut lui attribuer 3 caractéristiques à ce commun scientifique et qui pourraient permettre de le reconnaître et de le favoriser. Première caractéristique, le commun scientifique ne se postule pas.
contrairement à l'idée de communauté scientifique qui s'impose de façon comme ça un peu lourde. Il existe une communauté scientifique et d'ailleurs on va lui demander son avis. Alors ça prend la forme d'un conseil scientifique, ça prend la forme d'un chef scientifique comme au Canada, ça prend la forme d'une revue dans certains endroits, cette autorité-là qui est censée représenter la communauté. Non, le commun scientifique ne se postule pas, il se construit par la base, à la base. Il n'est pas revendiqué in abstracto, c'est une réflexion plus précisément, comme je viens de le dire, sur les modalités de la fragmentation scientifique. Voilà. Pourquoi la science est fragmentée ? Et ça, il s'agit bien de se poser la question. Parce qu'il y a des conflits de valeurs, parce qu'il y a des conflits de finalité, parce qu'il y a des conflits de méthode. Parce qu'il y a des conflits, en un mot, sur la façon dont on pense la fiabilité. Deuxième caractéristique, le commun scientifique n'est pas une entreprise de pacification. Voilà, l'épistémologue, le philosophe des sciences ne sont pas là pour répandre la paix sur les conflits scientifiques, mais au contraire d'attiser, d'allumer la flamme du conflit scientifique pour qu'il soit reconnu et pour qu'il soit travaillé démocratiquement. Le commun scientifique n'est pas une entreprise de standardisation non plus, parce qu'on pourrait croire que chaque commun, chaque palier d'adhésion est une forme de standardisation. Non, ce n'est pas ce plus petit dénominateur commun. Le commun scientifique, c'est essayer de faire émerger de l'hétérogénéité le plus grand dénominateur commun, c'est-à-dire ce qui va être le plus fiable pour tous autour d'un même objet. Et non pas le plus petit dénominateur commun, comme on a pu avancer cet argument avec les essais contrôlés randomisés. Bref, l'idée, ça serait de faire une forme autour, par exemple, des essais cliniques de ce qu'a fait le GIEC, par exemple, autour du climat. Le GIEC, c'est un bel exemple, un très bel exemple de commun scientifique. Le GIEC, tout le monde sait ce que c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, d'études sur l'évolution du climat. C'est magnifique ce qui se fait dans le GIEC, parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire... ils ne pouvaient pas reproduire le réductionnisme scientifique selon lequel le climat est l'objet de la climatologie. Ils ont bien compris que le climat, tout comme Covid-19, n'est pas l'objet ni des épidémiologues, ni des infectiologues, mais c'est un objet commun à tout un tas de disciplines, de savoirs, de pratiques. Donc, il s'agit d'abord de décentrer nos objets des disciplines, premièrement, et puis de produire à leur égard des synthèses que l'on va appeler apprenantes. C'est un terme qui a été suggéré par Vincent. C'est cette idée que nous devons apprendre des synthèses que l'on produit, qui doivent être des enseignements croisés entre des situations, des méthodes différentes, des contextes différents, pour essayer à un moment donné d'arracher, j'utilise bien ce terme, arracher un palier d'adhésion. Rassurez-vous, ce palier d'adhésion, ne vous rassurez pas, je ne sais pas, nous ne l'avons pas atteint autour des essais cliniques Covid-19, nous ne l'avons pas atteint autour de l'hydroxychloroquine, malgré ce que certains voudraient nous faire croire. Nous ne l'avons pas atteint pour pas grand-chose. Nous l'avons atteint pour pas grand-chose, autour du Covid-19 pour le moment. Mais aussi parce que nous n'utilisons peut-être pas la bonne méthode épistémologique. Merci de votre attention.